Il est le fils de la légendaire princesse à l'épée et du roi magicien, mais il a perdu la loterie de l'héritage et n'a reçu aucune classe. Il décide donc de s'entraîner dur pour devenir le plus fort du monde. L'histoire commence avec un garçon nommé Harel, perdu dans ses pensées, tandis que sa famille l'entoure anxieusement, incapable de rester calme. Son père n'a pas dormi de la nuit et sa mère tremble d'inquiétude, car aujourd'hui est un jour spécial pour leur fils. Harel, lui, reste étrangement calme, comme s'il ne ressentait pas la pression des autres. La raison de toute cette effervescence est qu'Harel va recevoir sa classe aujourd'hui, une étape que chaque enfant de leur monde franchit à l'âge de 10 ans. Sa famille a du mal à se contenir, plaisantant sur la popularité de leur garçon auprès des filles une fois qu'il aura une classe cool. Il continue de fantasmer sur son avenir qui dépendra de la bénédiction qu'il recevra. Dans ce monde, la classe d'une personne détermine son chemin, car chaque classe confère des capacités et des compétences uniques pour devenir plus fort. Alors que le moment arrive enfin, la scène se déplace vers la grande église où le rituel des bénédictions est sur le point de commencer. Le prêtre, debout devant le groupe d'enfants, commence par la droite et les appelle un par un. Il pose sa main sur la tête du premier garçon et sent de la chaleur et une légère odeur de fer, après quoi il annonce que ce garçon a été choisi comme forgeron. Le garçon exulte et se précipite vers son père, ravi de pouvoir suivre ses traces. Ainsi, les autres enfants se succèdent. La sœur d'Harel lui explique que la lignée semble avoir une forte influence sur la classe que l'on obtient. Et comme leurs parents sont tous deux de classe avancée, elle est sûre qu'il en obtiendra une excellente. Finalement, c'est au tour d'Harel et notre garçon s'avance tandis que sa famille l'encourage. Tout le monde a de grandes attentes pour lui, étant donné que sa mère, Fer, est connue comme la princesse à l'épée et son père, Léon, comme le roi magicien. Le prêtre répète le processus et dit au garçon de fermer les yeux, mais surprise, aucune réaction, malgré tous leurs efforts. Le prêtre s'inquiète, mais réalise vite que cela ne peut signifier qu'une chose. Le garçon est officiellement sans classe. La sœur d'Harel proteste que c'est un mensonge, mais le garçon ne semble pas s'en soucier beaucoup. Le lendemain, Harel s'entraîne à l'épée malgré son absence de classe. Feyre tente de le réconforter, disant qu'elle et son père travailleront même après la retraite afin qu'il n'ait pas à se soucier de trouver un emploi et puisse vivre une vie tranquille. Son père est d'accord pour s'assurer que leur fils ne subisse pas de pression et ne fasse rien de téméraire, comme essayer de se suicider. Harel, cependant, reste ferme dans sa résolution, refusant de vivre au crochet de ses parents pour toujours. Même sa sœur vient lui dire qu'elle le soutient, mais le garçon explique à sa famille qu'il pratique l'escrime depuis qu'il est petit et croit vraiment pouvoir manier une épée même sans classe. Il se souvient alors à quel point son entraînement était difficile, sa mère étant bien trop forte pour qu'il puisse s'exercer correctement. La famille d'Harel recommence à fantasmer sur son avenir glorieux, mais le garçon s'irrite et décide de les laisser là pour aller au terrain d'entraînement. Là, il croise des novices qui viennent de recevoir la classe d'épéiste. Quand Harel leur dit qu'il est là pour s'entraîner, les enfants se vantent de n'être venus que pour tester leurs nouvelles compétences, car ils sont déjà épéistes et n'ont pas besoin de pratique. Il se pavane même un peu devant notre garçon. Harel sait que la première compétence qu'obtient tout épéiste est l'escrime de base. Et d'après ce qu'il observe, le simple fait d'avoir cette compétence rend le porteur d'épée un combattant capable. Harel leur propose alors un duel, mais la demande fait éclater de rire les enfants qui le méprisent vite, le traitant de bon à rien sans classe. Quand Harel soutient qu'il pense être un bon adversaire, les enfants décident de lui donner une leçon et acceptent le défi. Il s'assure tout de même qu'Harel possède une protection divine malgré son absence de classe. La protection divine, dans ce monde, est une bénédiction accordée à tous dès la naissance. Elle agit comme une toile transparente qui protège le corps et absorbe les dégâts, mais elle se brise après avoir subi assez de coups. Après avoir confirmé qu'ils ne mourraient pas même s'ils y allaient à fond, l'épéiste se prépare à frapper. Mais malgré tous ses efforts, il ne trouve aucune ouverture. Frustré, il appelle son ami à l'aide pour s'en prendre à Harel. Le deuxième enfant tente de l'embusquer par derrière, mais Harel recule rapidement, évitant l'attaque. Et juste au moment où les deux commencent à se disputer et perdre leur concentration, Harel en met un à terre par le bas. L'autre trébuche sur son ami tombé et Harel l'assomme facilement aussi. Même s'ils perdent, les deux enfants soutiennent que le match ne devrait pas compter. Ils se plaignent qu'Harel les a pris par surprise et exigent une revanche. À ce moment, un rouquin apparaît et les arrête. Il se moque d'eux, disant qu'un vrai épéiste doit toujours être prêt au combat, puis demande ce qu'ils auraient fait si c'était une vraie bagarre. L'un tente de répliquer, mais l'autre lui intime de se taire, réalisant que le rouquin est le fils d'Evans.
Le rouquin s'approche de notre garçon et lui demande s'il est bien le fils de la princesse de l'épée. Quand Harel confirme, le rouquin sourit et dit que ça explique comment il se bat si bien sans classe, affirmant qu'il a hérité du talent de sa mère. Il traite les deux gamins vaincus de déchets ignorants, puis pointe sa lame sur Harel et le défie en duel. Les deux garçons qui regardent chuchotent que le rouquin est lié au capitaine. Il le confirme fièrement, disant qu'Evans est son père. Harel se souvient avoir déjà vu ce type, Evans, quand il venait voir sa mère pour la supplier de l'aider à chasser des démons. Pourtant, il ne voit aucune ressemblance entre le capitaine et ce garçon, se demandant s'il finira aussi par devenir un vieil homme bourru comme son père. Le rouquin, cependant, semble clairement jaloux que la mère d'Harel soit toujours sous les feux de la rampe comme épéiste numéro 1. Même si son père travaille dur, le rouquin soutient que les enfants héritent des traits de leurs parents et il veut seulement prouver la supériorité de son père en battant notre garçon. Il mentionne fièrement qu'il s'entraîne comme épéiste depuis 1 an, affirmant qu'il ne laisse jamais l'ego l'emporter, tout en se moquant des deux novices qui se croyaient trop bons pour s'entraîner. Il ajoute que s'étant entraîné avec des compétences intermédiaires, il ne peut pas perdre. Harel, ne voulant pas être en reste, serre fermement sa lame, prêt à commencer le combat. Alors que le duel commence, le rouquin attaque le premier, mais son coup est facilement bloqué par Harel. Le combat devient vite féroce alors que les deux s'affrontent encore et encore, leurs lames se rencontrant avec le bruit du tonnerre. Les novices qui regardent n'arrivent pas à croire qu'Harel est sans classe et commencent à se demander si c'était un mensonge. Pendant ce temps, alors qu'Harel tient tête au rouquin, il remarque que la colère perturbe le rythme de son adversaire et décide d'utiliser cette faiblesse à son avantage. Mais juste quand il repère une ouverture, le rouquin déclenche une compétence d'épée appelée tranche à double lame. Harel parvient à bloquer le premier coup, mais le second passe et le touche. Harel demande ce que c'était, et le rouquin explique que c'est une compétence d'attaque qui libère 2 coups en un seul mouvement. Des jours passent après la défaite d'Harel. Notre garçon dort sur son lit quand sa sœur fait irruption et le réveille de force. Il fait semblant de se rendormir, mais quand elle essaie de l'écraser, il lui cogne la tête par accident, la faisant tomber en se levant. La petite fille s'accroche à Harel alors qu'ils sortent de la pièce pour le petit déjeuner. Après avoir fini de manger, sa sœur lui demande s'il repart pour son entraînement spécial et lui dit qu'il n'a pas besoin de se forcer autant. Promettant qu'elle créera un monde où il pourra vivre en paix, Harel sourit et part continuer son entraînement. Quand sa sœur commence à s'inquiéter, leur mère l'emmène voir plusieurs lames usées qu'Harel a utilisées pour s'entraîner tout ce temps. Feyre est fière, et même la sœur d'Harel semble soulagée que le fait d'être sans classe n'ait pas ralenti son frère. Pendant ce temps, Harel atteint la forêt où il s'entraîne, frappant son épée contre un arbre avec une concentration et une vitesse intense, jusqu'à ce qu'il imite avec succès l'attaque à double lame. Il s'avère qu'il avait délibérément encaissé des coups pendant le combat avec le rouquin, juste pour étudier ce mouvement. Juste à ce moment, un gobelin tente de l'approcher furtivement, mais Harel réagit instantanément, en utilisant l'attaque à double lame pour l'abattre. Avant même qu'il ne puisse célébrer, un rugissement puissant résonne dans la forêt, indiquant qu'un monstre massif est proche. Réalisant qu'aucune créature de ce genre ne devrait être si près de la ville, il pense à avertir les gardes, mais le cri d'un enfant transperce l'air et il sait qu'il n'y a pas le temps d'appeler à l'aide, décidant de foncer seul. Quand Harel arrive sur les lieux, il trouve le rouquin gravement blessé, luttant contre un hobgoblin. Il comprend instantanément qu'un faux pas pourrait être fatal, alors il se concentre sur son jeu de jambes et son timing, attendant le bon moment. Juste au moment où le hobgoblin lève son arme pour frapper le rouquin, Harel intervient et déclenche l'attaque jumelle, et un seul coup suffit à abattre le monstre. Le rouquin manque de s'effondrer, mais Harel le rattrape à temps et lui offre sa propre eau bénite, car la bouteille du rouquin était brisée. Dès qu'il la boit, ses blessures guérissent presque instantanément, et la première chose qu'il fait est de demander quel mouvement Harel vient de faire. Harel lui dit calmement que c'était le coup à double lame, mais le rouquin a l'air choqué, affirmant que ça devrait être bien trop compliqué à réaliser. Harel est d'accord, disant que c'était vraiment le cas, c'est pourquoi il a dû faire un effort ridicule pour l'apprendre. Voyant sa confusion, Harel explique que n'importe qui pourrait le faire avec assez de force, de vitesse et un timing parfait. Il admet aussi que le rouquin était la raison pour laquelle il a réussi à l'apprendre, car l'affronter à plusieurs reprises lui a donné l'expérience nécessaire pour le comprendre. Le rouquin a l'air stupéfait, mais ne peut le nier après avoir vu le mouvement de ses propres yeux. Quand Harel ajoute qu'il détestait juste perdre et voulait s'assurer de pouvoir gagner la prochaine fois, le rouquin sourit et suggère une revanche ici et maintenant. Harel demande s'il est vraiment prêt, mais le rouquin insiste, disant qu'après lui avoir sauvé la vie et partagé son eau bénite, le moins qu'il puisse faire est de lui rendre l'appareil.
Harel sourit et complimente son sens du devoir. La bataille démarre avec tous les deux utilisant l'attaque à double lame en même temps, leurs frappes se heurtant et s'annulant. Le roux est abasourdi, mais avant même qu'il puisse réagir, une troisième entaille le traverse et atterrit proprement sur lui. Choqué, il demande à savoir quel était ce mouvement et Harel répond avec désinvolture que c'était le troisième coup. La rousse fait valoir que le nom indique littéralement une attaque double, donc un troisième coup ne devrait même pas exister. Harel explique calmement que cela ne s'applique pas à lui puisque sa version n'est pas liée à une compétence, ce qui signifie qu'elle n'a aucune restriction et qu'il peut la modifier comme bon lui semble. Il ajoute que c'était en fait la première fois qu'il réussissait à réussir le troisième slash. La rousse, ne voulant pas l'accepter, se moque du fait que la tranche à double lame d'Harel n'est qu'une imitation sans classe et ne peut pas être plus forte que la technique d'un véritable épéiste. Harel propose simplement de tester à nouveau cette affirmation. Et même si le roux met le paquet, il se fait encore surprendre par le troisième coup. Son épée pointée sur lui, Harel déclare calmement que le résultat reste le même, sauf que cette fois, c'est le roux qui est allongé sur le sol. Curieuse, la rousse demande pourquoi la lame d'Harel s'est sentie encore plus rapide cette fois et se demande s'il avait été doux avec lui auparavant. Harel explique que c'était grâce à lui. Revoir ses mouvements raffinés l'a aidé à ajuster son propre swing et à le rendre plus net. Alors qu'Harel s'éloigne, le roux serre les dents de frustration face à une autre perte. Quelques jours plus tard, pendant le dîner, Feyre mentionne avec désinvolture que l'enfant d'Evan se dirige vers Bestia. Quand Harel demande quel est cet endroit, sa mère explique que Bestia est connue comme la Cité des Épées, le même endroit où elle travaillait il y a longtemps, passant ses journées à s'entraîner sans fin avec sa lame. En entendant cela, Harel semble intrigué, se demandant tranquillement à quel point il peut devenir fort tout seul sans jamais recevoir de cours. Au fur et à mesure que l'histoire avance, plusieurs années se sont écoulées et notre garçon est maintenant en route vers la Cité des Épées en voyageant en calèche. À l'intérieur du carrosse se trouvent deux épéistes de classe avancée qui commencent à se disputer sur les codes vestimentaires, mais leur dispute se termine au moment où le carrosse est entouré par une horde d'orques dirigée par un roi orc. Au lieu de protéger les enfants à bord, les deux soi-disant experts paniquent et courent pour sauver leur vie. Le cavalier du calèche s'en alarme et tente d'arrêter Aurel, mais notre garçon se précipite sans hésiter vers les monstres. Il utilise une compétence appelée Blank Dash pour en couper plusieurs à une vitesse fulgurante. Le cavalier regarde avec intérêt, pensant que cette compétence perdrait bientôt de son efficacité une fois qu'Harel serait encerclé. Cependant, lorsque cela se produit, Aurel exécute une technique de contre-mouvement connue sous le nom de danse de la lame, une technique que seules les princesses d'élite à l'épée sont censées utiliser. Le cavalier est déconcerté car cette capacité devrait être exclusive aux femmes. Harel élimine rapidement le roi orc et dit au cavalier de continuer vers Brescia, expliquant qu'il envisage de s'y entraîner pour devenir encore plus fort. Le cavalier rit en disant que le garçon semble déjà assez puissant. Mais lorsque les autres enfants dans la voiture interrogent Garel sur sa classe, il répond calmement qu'il n'en a pas, ce qu'il trouve impossible à croire. L'histoire revient ensuite 5 ans plus tôt, lorsque Feyre a vu son fils utiliser 3 barres obliques consécutives et s'est demandé si elle rêvait. Elle est submergée par la culpabilité, sentant qu'elle pourrait être trop obsédée par le manque de classe de son fils et se met à pleurer. Pensant à quel point elle doit être une mère terrible, Harel réconforte sa mère en lui disant qu'il s'est entraîné sans relâche pour recréer le mouvement, puis lui demande de lui démontrer ses techniques de princesse à l'épée afin qu'il puisse essayer de les apprendre avant de se rendre à Brescia. Sa mère s'éclaire aussitôt et interpelle sa fille fièrement en déclarant que leur Aurel est un prodige. Alors que l'histoire revient au présent, Aurel se réveille de son sommeil et se rend compte qu'ils ont déjà atteint Brescia. Le cavalier souligne que la ville est remplie d'épéistes avancés, ce à quoi Harel répond avec désinvolture que c'est comme lui. Le cavalier rit et dit qu'il n'est qu'un conducteur, mais Harel remarque qu'aucun conducteur ordinaire ne pourrait identifier les techniques d'épée avec autant de précision qu'il l'a fait plus tôt. Il s'avère que l'homme est en fait un chevalier sacré avancé qui conduit des calèches juste pour échapper à sa vie épuisante de devoirs. Avant de partir, le chevalier conseille à Harel de trouver d'abord une guilde, mais l'avertit de rester vigilant car on ne peut pas faire confiance à toutes les guildes. Après s'être séparés, Auril se promène dans la ville animée et remarque que presque chaque coin de rue est occupé par un recruteur de guilde qui tente de tromper de nouveaux aventuriers pour qu'ils rejoignent leur rang. Une fille aux cheveux blonds le repère en train d'observer une guilde et suppose immédiatement qu'il doit être fort.
Elle sprinte vers lui, mais rate son coup et tombe face première au sol. Essayant de ne pas avoir l'air gênée, elle récupère rapidement et propose à Harel une chance de rejoindre sa guilde. En lui montrant un contrat, Harel refuse poliment. Et quand elle demande pourquoi, il répond que quiconque est aussi désespéré de supplier quelqu'un de rejoindre sa guilde doit clairement appartenir à une organisation mineure qui a du mal à remplir ses rangs. La jeune fille est troublée par sa remarque et, dans une tentative désespérée de le convaincre, lui propose même de lui proposer un rendez-vous avec elle en guise de bonus spécial, bien qu'Harel la refuse immédiatement. Sa persévérance lui rappelle sa petite sœur qui ne cesse de le harceler chez lui. Essayant d'avancer, il interroge la jeune fille sur les guildes les plus fortes de la ville. Même si elle trouve sa question un peu grossière, elle finit par céder et lui dit tout ce qu'il a besoin de savoir. Lorsqu'elle mentionne que la guilde de la Lame Noire compte 8 rangs S, les yeux d'Aurel s'illuminent et il s'y précipite immédiatement. À son arrivée, un membre de la classe soldat le dirige vers la réception, lui disant de passer le test officiel. Aurel rejoint la longue file d'attente et attend patiemment son tour. Lorsqu'il arrive enfin au comptoir, la réceptionniste l'informe qu'il n'accepte que les aventuriers d'au moins une classe avancée ou supérieure. Harel lui dit qu'il n'a pas de classe, ce qui fait éclater de rire l'homme avant de lui demander de partir. Harel insiste sur le fait qu'il peut toujours réussir leur test, mais la réceptionniste refuse même de l'envisager et il repart rejeté. Après cela, il passe d'une guilde à une autre à travers la ville, mais personne ne veut l'accueillir. Épuisé, il s'assoit finalement dans les escaliers pour se reposer et sort la lettre de recommandation que sa mère lui a donnée, celle qu'elle lui a dit de remettre à son ancienne guilde. Au début, il pensait que ce n'était pas nécessaire, mais maintenant, il semble que sa mère avait déjà prédit que les choses se passeraient ainsi. Harel part à la recherche de la guilde lorsque la même fille blonde d'avant réapparaît, insistant pour qu'il rejoigne la sienne. Elle continue de le suivre jusqu'à ce qu'elle admette enfin que leur guilde n'a pas assez de membres et est sur le point d'être dissoute. Elle le supplie même de traiter cela comme une affaire de charité, mais Harel disparaît avant qu'elle puisse terminer. Pourtant, elle continue de le suivre et lorsqu'il atteint l'endroit mentionné dans la lettre, elle dit fièrement qu'ils sont arrivés près de sa guilde. Harel est surpris de voir la taille du bâtiment et la jeune fille se vante immédiatement de lui avoir déjà dit qu'ils étaient une guilde célèbre. Il lui demande ensuite pourquoi il manque de membres, réalisant qu'ils ont dû perdre leur ancienne gloire. Lorsqu'elle prononce le nom de Dragonthong, elle se souvient que sa mère faisait autrefois partie de la même guilde, qui devait son nom aux compétences particulières de son chef. Curieux, il décide de suivre la blonde à l'intérieur où ils sont accueillis par un homme ivre. La jeune fille gronde son père pour avoir encore bu et Harel remarque que l'homme qui semble être le roi à double épée a perdu un de ses bras. L'homme dit à Harel de partir en disant que la guilde est terminée. La blonde explique ensuite que son père était l'un des 2 meilleurs épéistes de Brescia, mais que tout a changé après qu'il ait perdu son bras. Elle se tait en pensant qu'Harel pourrait partir après avoir vu cela, mais il reste et lui dit calmement que même s'il le voulait, il ne pourrait rejoindre aucune autre guilde. Après avoir signé le contrat, la jeune fille vérifie le formulaire et constate qu'Harel a écrit sans classe comme classe. Pensant que c'est une blague, elle lui dit d'arrêter de déconner. Mais quand Harel montre son certificat officiel prouvant qu'il est certifié sans classe, son expression change complètement. Elle attrape une lame et lui ordonne de déchirer le contrat, lui criant de sortir. À ce moment-là, une femme aux cheveux roux entre et l'appelle par son nom, Lilia. Lilia court immédiatement vers elle en criant que le nouveau venu est un idiot sans classe. Lorsque la rousse Rainer regarde Harel, elle le reconnaît tout de suite. Même si Harel n'a aucune idée de qui elle est. Il devient vite clair que Rainer est en fait l'enfant aux cheveux roux d'Evans, le même qu'Harel avait pris auparavant pour un garçon. Lilia, toujours irritée, demande s'il s'agit du même gars que Rainer n'a pas réussi à battre en duel, ce qui fait serrer les dents de Rainer et déclarer que cette fois sera différente. Elle défie Harel dans un combat dans la salle d'entraînement souterraine, et malgré que Lilia l'ait averti d'y aller doucement avec l'enfant sans classe, le match commence. Cette fois, les jumeaux de Rainer font couler des larmes directement à travers le triple coup d'Harel. Elle est clairement plus forte maintenant et explique fièrement que c'est grâce à une nouvelle compétence d'épée appelée Force Brute. Harel reconnaît sa croissance mais demande calmement s'il est sage de révéler son atout si facilement. Rainer ignore cela en disant qu'elle s'en fiche, mais Harel sourit et ajoute que si c'est sa vitesse de pointe, alors la gérer ne sera pas vraiment un défi. Elle pousse son épée vers le haut et frappe net. Mais à sa grande surprise, Harel apparaît juste derrière elle et frappe.
Il s'avère que celle qu'elle a frappée plus tôt n'était qu'une image rémanente créée grâce à une compétence d'ombre. René soutient que la compétence de l'ombre est censée être un mouvement de classe suprême et exige de savoir comment il a réussi à y parvenir. Harel répond calmement qu'il lui a fallu beaucoup d'entraînement et qu'il a simplement appris à se déplacer à une vitesse extrême. Cette fois, il crée 2 images après. Mais lorsqu'il attaque, Reiner ne perd pas sa protection divine. Elle sourit et explique qu'elle possède désormais également la compétence Trip, qui lui permet de résister aux coups violents. Confiante, elle le charge à nouveau, mais Harel contre-attaque avec un compteur d'obtention, une technique utilisée uniquement par les princesses à l'épée. Le mouvement atterrit parfaitement, assommant Reiner. Alors qu'elle s'enfuit en larmes, elle crie qu'elle ne pleure pas même si elle le fait clairement. Plus tard, Harel s'assoit avec Lilia qui le salue gaiement, son attitude faisant un plein 80. Elle l'accueille avec joie dans la guilde et Harel, toujours curieux, lui demande ce qu'elle voulait dire plus tôt par la condamnation de leur guilde. Lilia admet qu'il croule sous les dettes, mais essaie toujours de paraître optimiste, disant qu'il y aura une bataille de guilde la semaine prochaine et que s'ils gagnent, Rantek, leur dette sera effacée. Il s'avère également que la raison pour laquelle elle le suppliait pratiquement de se joindre était qu'ils avaient besoin d'au moins 3 membres pour se qualifier pour le match. Quand Harel félicite Reiner d'être resté dans la guilde malgré les circonstances, Liliane explique que Reiner n'a été accepté nulle part ailleurs en raison de son âge. Lorsqu'elle a perdu tout espoir, son père l'a accueilli et elle lui est restée fidèle depuis. Lilia ajoute que la bataille à venir sera un match par équipe de 5 personnes et Harel s'est enflammé comme toujours et s'est inscrit pour se battre sans hésitation. Le lendemain matin, Harel se réveille reposé et part à la rencontre de Lilia qui lui souhaite une bonne matinée. Mais Reiner reste silencieuse car elle n'arrive toujours pas à se remettre de sa défaite. Ensuite, Lilia partage avec enthousiasme la bonne nouvelle que Dragonfang remplit enfin la condition de 3 membres pour participer aux batailles en équipe du tournoi, ce qui signifie qu'ils peuvent officiellement s'inscrire aux batailles du week-end prochain. Harel demande s'il s'agit de la même compétition connue pour distribuer de gros prix en argent, et Lily explique que les membres de la guilde se battent un 1 contre 1 jusqu'à ce qu'un camp soit complètement éliminé. Normalement, une équipe est composée de 5 membres, mais ils devront se débrouiller en trio. Reiner marmonne que les choses vont être difficiles, mais Lilia reste confiante en son équipe puisqu'elle a 2 rangs B. Voyant qu'Harel semble confuse par ce que signifie le rang B, elle explique qu'il y a 4 rangs au total et que seulement 20 des 500 DPistes de Brescia sont un rang, donc tout devrait bien se passer tant qu'ils n'en affrontent pas un. À ce moment-là, elle se souvient que les tableaux du tournoi sont affichés à la guilde et se précipite pour vérifier contre qui ils affronteront. Après cela, Reiner se lève pour partir, alors Harel demande où elle va. Elle dit qu'elle va évidemment s'entraîner, et quand il essaye de lui parler avec désinvolture, elle lui demande d'arrêter d'agir aussi gentiment comme leurs copains. Harel ignore son attitude et demande à la place quel genre de compétences sa classe possède autre que la force brute. Elle répond que le courage fait durer sa protection divine plus longtemps et que la compétence utile le rend un peu jaloux. Soudain, il a ce qu'il appelle fièrement une idée de génie et attrape les mains de Reiner, lui demandant avec désinvolture de le battre avec son épée, toujours dans son fourreau. Naturellement, elle est effrayée et lui dit de trouver quelqu'un d'autre pour des trucs bizarres comme ça. Mais Harel insiste sur le fait qu'elle seule peut le faire, affirmant qu'il veut profiter de cette opportunité pour renforcer leur relation. Le visage de Reiner devient rouge alors qu'elle se demande comment le frapper pourrait les rapprocher, et elle suggère qu'il commence par quelque chose de moins méchant qui fait comprendre à Harel qu'elle a complètement mal pris ses mots. Plus tard, dans la salle d'entraînement, il explique clairement qu'il veut qu'elle le frappe uniquement lorsqu'il n'a pas de protection divine afin qu'il puisse développer sa compétence instinctive. Reiner pense qu'il pourrait avoir des lésions cérébrales et soutient qu'il est impossible d'acquérir une compétence car ce sont des bénédictions du ciel. Cependant, Harel répond qu'elle ne devrait pas en être si sûre après avoir vu ses capacités de lame jumelle et de clone d'ombre. Après cela, elle lui donne son épée lourde comme demandé et lui demande ensuite pourquoi il la veut spécifiquement alors qu'elle pèse 5 fois plus que son épée. Elle suppose qu'il peut à peine le soulever sans une force brute comme la sienne, mais Harel sort l'arme lourde de son fourreau et montre qu'il a plus qu'assez de force brute gagnée grâce à un entraînement et des efforts acharnés. Voyant cela, Reiner s'excuse et accepte de l'aider dans son entraînement, même si elle le prévient qu'elle ne se retiendra pas et qu'il ferait mieux de ne pas se plaindre quand elle le frappe vraiment. Harel accepte avec un sourire et la fait rougir en disant qu'il a de la chance de partager une ville natale avec une si belle fille comme il l'avait prévu.
Cela la rend furieuse et l'entraînement commence avec une haute intensité. Lorsque Lilia revient et dévale les escaliers, elle apporte une terrible nouvelle. Leurs adversaires appartiennent à la guilde numéro 1 de la ville, une équipe qui compte 8 rangs. Pire encore, la chef d'équipe est un cerveau rusé, mais elle refuse toujours de perdre. Sa détermination disparaît. Cependant, quand elle voit les deux se battre, et elle panique en pensant que Reiner le bat à mort. Reiner appelle cela une formation spéciale, mais pour Lilia, on dirait qu'elle vend sa dépression ARL. Le week-end, le trio arrive au Colisée où les rumeurs se répandent déjà comme une traînée de poudre au sujet de l'ancienne guilde numéro 1, Dragonfang. Face au nouveau numéro 1, Lilia devient furieuse lorsqu'elle entend les gens dire que c'est une évidence de parier sur Blackblade puisque Dragonfang est une poubelle. Alors qu'Arel est plus surpris que parier sur les combats soit en fait légal, Lilia sourit alors et souligne que les chances sont de 20 contre 1, ce qui signifie littéralement que personne ne croit avoir une chance. Elle affirme que s'ils parient sur eux-mêmes, ils pourraient faire fortune. Et comme la guilde est déjà endettée, elle n'a de toute façon rien à perdre. Puis le petit démon révèle fièrement qu'elle a déjà contracté un emprunt et qu'elle a tout parié sur son équipe en utilisant leur base principale comme garantie. Reiner tente de la raisonner, mais Lilia s'enflamme, criant qu'il faut tout risquer pour la gloire. À ce moment, un homme louche de Blackblade s'approche et la félicite d'essayer de restaurer la guilde légendaire de son père. Lilia plisse les yeux et demande à George s'il est venu se moquer d'elle pour avoir recruté un sans classe. L'homme répond calmement qu'il est venu l'encourager, disant qu'il déteste voir son ancienne guilde rivale tomber si bas. Quand Arel demande à Reiner si c'est l'homme dont Lilia a parlé, elle confirme que George est le cerveau derrière l'équipe adverse. À la surprise générale, George affirme avoir personnellement arrangé leur affrontement dès le début, comme une faveur. Lilia s'énerve de sa manipulation, mais il lui dit de se détendre. Il plaisante qu'elle ferait fortune si elle parvenait à vaincre ses élites de rang A. Son rire suffisant fait bouillir son sang, et elle jure que Dragonfang les écrasera. George sourit et lui souhaite bonne chance avant de partir. Le jour du premier match, la foule est excitée de voir l'affrontement entre deux guides légendaires. Arel remarque que le boss est absent de la liste et demande si George leur facilite la tâche. Mais Lilia souligne vite que chaque membre de l'équipe adverse est de rang A. Reiner ajoute que cette composition est encore plus forte que d'habitude, ce qui fait sourire Arel, impatient de voir des compétences puissantes en action. Ensuite, la commentatrice Non annonce le premier combat entre Geo de Blackblade, mais quand elle révèle le représentant de Dragonfang, le guerrier sans classe Arel, toute l'arène se tait un instant. Geo est dégoûté de devoir affronter un faible sans classe et marmonne qu'il espérait plutôt l'une des filles. Le match commence et Geo tente de le finir en une seconde avec son combo mortel. Mais son sourire confiant disparaît quand il réalise que son attaque n'a touché qu'une ombre et son sourire de victoire se fige quand il sent sa lame s'enfoncer dans une autre ombre derrière lui. Quand il voit les trois griffes l'encercler, il ne se soucie pas de laquelle est réelle et les frappe une par une. Mais la troisième s'avère aussi fausse et il est attaqué par surprise par la vraie. Geo dit que 3 ombres devraient être impossibles en tombant, mais Arel pense que ce n'est rien comparé au record de 5 de sa mère. Arel est déclaré vainqueur et les filles sont stupéfaites, mais il est triste de ne pas avoir pu reproduire parfaitement la compétence de poussée critique de Geo. Pendant ce temps, la foule et George peinent à comprendre comment un gamin sans talent a battu un rang A. Au match suivant, l'ennemi attaque Arel avec des épées jumelles, qu'il bloque facilement avant d'utiliser la frappe jumelle pour le vaincre d'un coup. Son adversaire suivant est un voleur agile qui ajoute des coups de pied tournants à ses attaques, mais Arel le dupe avec une ombre et ajoute une autre victoire, donnant à Lilia l'espoir qu'un miracle pourrait arriver s'il les bat tous. Reiner demande à Lilia si elle ne compte pas se battre et Lilia répond qu'il lui est impossible de battre les élites. Alors, elle met toute son énergie à les encourager. Contre le quatrième adversaire, Arel affronte les coups lourds du colosse de face avant de s'esquiver et d'éroder sa protection divine par le côté non gardé. Le tank l'insulte de simuler son absence de classe et le repousse sans cesse. Arel lui dit de croire ce qu'il veut, il est là par travail et effort. Son adversaire pense que classe et compétence l'emportent mais fait une feinte puis un coup de bouclier. Mais Arel l'avait vu venir grâce à sa prescience, la compétence la plus dure à copier de sa mère. Après avoir repoussé le bouclier agaçant d'un coup de pied, le tank dit qu'il a déjà vu ce mouvement. Arel admet sans honte l'avoir copié de son dernier adversaire, mais pense que son angle était un peu décalé. Il retente et écrase son pied sur le flanc de son adversaire, infligeant de gros dégâts.
Le gars l'accuse de mentir sur sa capacité à apprendre les compétences des autres, mais Harel répond froidement qu'il l'a déjà fait, que c'est une des compétences faciles à copier après l'avoir vu une fois. Puis il ramasse son bouclier et pratique le coup de bouclier. Le tank refuse qu'on touche son bouclier et l'attaque, mais Harel part pour se placer derrière lui avant de lui donner un avant-goût de son propre coup de bouclier, combiné à une ruée éclair. Voyant cela, la foule s'insurge et accuse Harel de mentir sur son statut. La commentatrice les calme, disant qu'elle a reçu l'ordre de la direction que tous les participants montrent leur ID de classe. Harel accepte. La dame prend sa carte de classe et la place contre un orbe de cristal qui l'affiche sur les écrans, confirmant officiellement le statut de sans-emploi d'Harel. Tandis que la foule célèbre sa victoire honnête, Lilia est ravie de voir qu'il va vraiment gagner pour eux. Elle s'agace aussi que Reiner ne lui ait pas dit qu'il était si fort, souhaitant pouvoir vendre et parier toutes les économies et la collection d'armes de son père. Reiner lui dit de se calmer sur les paris, la victoire n'est pas garantie, mais Lilia complote déjà pour un contrat de mariage avec Harel afin de partager la moitié de ses futurs gains. Bavant, la petite croqueuse de diamants jure sans honte qu'elle fera tout pour relancer la guilde. Après cela, Black Blade envoie son dernier combattant, intitulé Swordmaster Massimon. Harel reconnaît immédiatement que son épée est différente et demande si c'est un katana. Reine est surpris car la classe des samouraïs est extrêmement rare, et Lilia se rend compte qu'il s'agissait d'une carte cachée puisqu'elle n'a jamais entendu parler de lui auparavant. Alors que le match commence, lorsque Massimian saisit son épée, Aurel sent instantanément le danger et pense qu'il devrait garder ses distances. Massimian est impressionné par son instinct aiguisé et révèle qu'il avait l'intention d'attirer Aurel et de terminer le match rapidement avec son dernier coup. Cela pique l'intérêt d'Aurel et il se dirige lentement vers le maître épéiste qui n'arrive pas à croire qu'il s'approche réellement de lui après avoir révélé son plan. Aurel dit qu'il ne peut pas l'écraser sans se rapprocher et en plus, il veut voir son ultime compétence. Massimian se moque de lui, affirmant qu'il sera au sol avant même de voir le mouvement, mais Harel lui dit de le faire parce qu'il a pleinement confiance en sa vitesse. En s'approchant, il voit que Massimian n'a pas dégainé son épée et il est impossible de deviner à quoi il pense. Il s'arrête alors juste hors de portée de Massimon et les deux épéistes réalisent donc que la vitesse sera le facteur décisif dans leur courte bataille. Au moment où Aurel s'avance, Massimon vise son ultime mouvement directement sur son cou, mais il est choqué quand il rate son coup car il était sûr que ce n'était pas une ombre. Massamien se rend compte trop tard qu'Harel est plus rapide lorsqu'il apparaît derrière lui et il dit au samouraï qu'il est le guerrier le plus rapide qu'il ait vu dans la ville. Mais il s'est entraîné contre quelqu'un qui est tout simplement bien plus rapide. Avec le talent ultime de sa mère, une tempête perçante, il détruit Massimian par derrière et choque toute la foule avec une autre victoire impossible. Le public est fou de ses pertes après l'annonce de la victoire de Black Phone, et alors qu'Harel descend les escaliers, il évite sans effort l'étreinte de Lilia. Il s'excuse de l'avoir esquivé par habitude, puis se tourne vers Reiner qui est prêt à le serrer dans ses bras. Elle s'excuse également de l'avoir fait par habitude, mais Harel lui dit que tout va bien et qu'elle doit enlever son armure la prochaine fois. En regardant cet imbécile sans classe s'amuser d'en haut, George le maudit de s'être mis sur son chemin. Plus tard dans la nuit, ils célèbrent avec un dîner raffiné où Lilia s'offre un vin cher et Norel est choqué quand il se rend compte qu'elle est une adulte. René lui verse du jus pendant que Lilia continue de le supplier de l'épouser et d'arrêter d'être timide. Il insiste gentiment sur le fait qu'il n'est pas timide du tout et écrase sa fierté en disant qu'il préférerait épouser une vraie dame comme Reiner. Cela fait rougir Reiner, et elle lui dit d'arrêter de mentir parce que tout le monde la traite de garçon manqué brandissant une épée. Il admet qu'il pensait de la même manière, mais les choses ne sont clairement plus les mêmes. Ensuite, Lilia lui frotte sournoisement la jambe et agit de manière innocente, disant qu'elle ne fait que lui masser les quadriceps, mais Harel la fait taire à nouveau en disant qu'il demandera à Reiner de le faire aussi dans ce cas. Le lendemain matin, pendant l'entraînement, Reiner jette Harel directement dans un mur et prévient qu'il détruira son corps à ce rythme, mais il insiste sur le fait qu'il doit subir suffisamment de dégâts pour presque mourir s'il veut apprendre la compétence du trip. Il ajoute qu'elle est la seule à qui il peut faire confiance pour quelque chose comme ça, la faisant légèrement rougir. À ce moment-là, le père de Lilia arrive avec une terrible gueule de bois et se plaint qu'ils font beaucoup trop de bruit. Il demande aux enfants s'ils s'entraînent correctement après avoir été détruits lors du tournoi, mais Lilia le corrige rapidement en disant qu'ils ont en fait battu les ancres aériennes les plus puissantes de Black Blade. Quand elle lui dit fièrement qu'Harel les a tous vaincus seule et qu'elle a fait fortune en pariant sur lui. Son père dit que si cela est vrai, soit Harel n'est pas si forte,
soit elle est trop innocente pour réaliser que quelqu'un va certainement essayer de le voler. Lilia choque son père en affirmant avec assurance que cela n'arrivera jamais parce qu'Arel a promis de l'épouser. Arel nie instantanément avoir dit une telle chose et son père lui dit que leur avenir est sans espoir, donc tout ce qu'elle essaie de faire est inutile. En entendant cela, Arel répond que Lilia est peut-être un peu bête, mais au moins elle n'abandonne pas comme un certain adulte. Lorsqu'il ajoute que son père pouvait encore manier une épée avec un seul bras, l'homme l'attrape par le col et lui crie au visage qu'il ne sait rien, affirmant que plus de la moitié des techniques du roi à double épée sont inutiles sans deux lames. Mais Arel répond calmement qu'il a une idée assez décente en tant que personne sans classe ni compétence du tout qui fait fonctionner les engrenages du roi à double épée. Mais il finit par le laisser partir, et Arel dit que c'est un tel gâchis pour quelqu'un de fort, même sans compétence, de rester assise à ne rien faire. Lilia le remercie d'avoir motivé à nouveau notre père, et Reiner dit qu'il se remettra sur pied en un rien de temps s'ils peuvent continuer à le pousser comme ça. Quand Raël dit qu'il est heureux d'entendre cela puisqu'il veut vraiment voir les techniques du roi à double épée en action, Lilia suggère qu'il devrait aller au donjon. Il a l'air complètement perdu, alors Rayer explique qu'il y a un immense donjon sous la ville rempli de monstres mortels et de pièges qui attendent les courageux. Cela le met instantanément en colère. Et Reiner décide de se joindre également car elle veut devenir plus forte avant la coupe du maître de l'épée, le tournoi ultime qui détermine l'épéiste le plus fort du monde. Lilia tend à Arel ce qui ressemble à un formulaire d'inscription, mais il le déchire nonchalamment en deux comme une poubelle parce que c'était en fait un formulaire de mariage. Lilia lui pique le nez et appelle cela une blague inoffensive, mais Arel la tire dans un bras serré et lui écrase la tête comme une pastèque, regardant tout à travers un orbe magique. Une femme louche qui les espionne rapporte à George qu'ils envisagent de défier le donjon. Il sourit à l'occasion, prévoyant déjà de leur donner une mort accidentelle en guise de vengeance. Le lendemain matin, Lilia ne parvient pas à charmer Arel en le réveillant avec un baiser matinal car il est déjà réveillé. Lors de son deuxième essai, il place doucement ses mains autour d'elle puis serre fort jusqu'à ce qu'elle se mette à pleurer. Voyant cela, elle commence à se demander s'il est même un garçon après toutes les fois où il l'a rejeté, ce qui l'irrite tellement qu'il l'attache au lit et s'en va sans un mot. Après cela, il visite la chambre de Reiner pour lui demander de sortir le chiot errant bruyant de sa chambre, mais il la trouve encore endormie en train de marmonner quelque chose au sujet des éloges de papa. Souriant à quel point elle admire son père, Rel lui tapote doucement la tête. Le lendemain, il se dirige vers l'entrée du donjon où une immense foule d'aventuriers fait la queue pour le cercle magique qui vous emmène instantanément au dernier étage que vous avez franchi. Lilia dit fièrement que son meilleur moment a été au 12e étage, tandis que Reiner ajoute qu'elle a atteint le 14e. Arel décide qu'il ira directement au 14 avec elle. Lilia le prévient rapidement que le cercle magique ne fonctionne que pour les personnes ayant eux-mêmes déblayé un étage, puis lui propose de le guider personnellement sur le chemin le plus court. Elle dit d'un air suffisant à Reiner de rentrer chez lui car il n'y a pas besoin de deux dieux et serre les bras d'Arel pour l'entraîner. Pourtant, Arel refuse de se passer de Reiner, alors les trois se dirigent ensemble vers le premier étage où ils se retrouvent face à face avec un groupe d'armures vivantes. Arel verrouille les épées avec le premier, mais celui-ci se précipite soudainement derrière lui pour un coup dans le dos. Il note à quelle vitesse ils sont pour leur taille avant de lui trancher la tête. Cependant, l'armure vivante se relève et Reiner explique que ce sont des êtres magiques qui ne ressentent pas de douleur et ne meurent pas normalement. Aurel vise ensuite ses jambes, mais la chose effrayante continue de bouger. Voyant cela, il sourit et dit qu'ils font de parfaits mannequins d'entraînement puisqu'ils continuent de se relever après avoir été vaincus. Pendant ce temps, Lilia trébuche et fait semblant d'être épuisée après la dure bataille. Quand Tyrell souligne sans embâche qu'elle n'a rien fait, elle prétend qu'ils étaient trop rapides pour elle. Lorsqu'Arel pose curieusement des questions sur sa classe, Lilia révèle fièrement qu'elle est escrimeuse et propose de lui enseigner ses compétences uniques. Mais Arel n'est pas impressionné puisqu'il les connaît déjà puisque c'était aussi la classe de sa mère. Choquée et embarrassée, Lilia s'éloigne tranquillement alors qu'il répète qu'elle est vraiment inutile. À ce moment-là, ils entendent un cri à l'aide et un homme grièvement blessé sort de l'ombre en titubant. Il explique faiblement qu'il y a une salle piège incroyablement dangereuse devant eux et les supplie de sauver ses amis qui sont toujours piégés à l'intérieur. Ryder se prépare immédiatement à se précipiter, mais Lilia l'arrête en lui disant qu'elle ne devrait pas agir si précipitamment sans avoir d'abord conclu un accord.
Elle dit sans vergogne au gars qu'il doit débourser de l'argent s'il veut sauver ses camarades. En entendant cela, le gars change rapidement de ton et dit qu'il la reconnaît comme la célèbre Lilia présentée dans les magazines. Mais lorsqu'il laisse accidentellement échapper le titre et la traite de beauté imparfaite d'une guilde déchue, elle met immédiatement fin aux négociations. En fin de compte, il offre ses gains du pari sur le tournoi de la semaine dernière et elle accepte volontiers de l'aider. Cependant, Harel fronce les sourcils et dit que cela semble trop suspect pour que quelqu'un saigne autant, mais Lilia explique avec assurance que contrairement à lui, les gens normaux saignent comme ça lorsque leur protection divine s'estompe. Une fois cela décidé, l'homme les conduit plus profondément dans le donjon et Harel pense que même lui n'était pas capable de marcher sans boire de l'eau bénite après avoir perdu autant de sang. Il reste néanmoins curieux de voir comment les choses évoluent. Quelques minutes plus tard, le gars ouvre la porte de la prétendue salle des pièges, mais elle est complètement vide. Harel regarde autour de lui et dit qu'il n'y a pas de monstre, tandis que Reiner craint qu'il ne soit trop tard. Puis, les yeux de Lilia pétillent lorsqu'elle aperçoit une seule pièce d'or scintillant le long de la traînée de sang. Au moment où elle l'attrape, un énorme cercle magique apparaît sous eux, et le gars éclate de rire, disant que Lilia est vraiment aussi gourmande que le prétendent les rumeurs. Il dit que cela n'a rien de personnel et qu'il ne l'a fait que pour l'argent. Mais avant qu'il ne puisse s'échapper, le cercle magique s'agrandit et l'entraîne également. Lorsque la lumière s'estompe, Harel ne sent aucun monstre à proximité, mais Reiner note nerveusement qu'elle ne reconnaît pas la zone et soupçonne qu'ils sont beaucoup plus profonds que le 14e étage. Voyant le gars faire une dépression nerveuse, Lilia essaie de l'interroger, mais elle jette accidentellement sa précieuse pièce d'or dans l'obscurité. Une seconde plus tard, un énorme faisceau de lumière s'écrase, invoquant un monstre armé d'un arc-en-ciel juste devant eux. Alors que le boss, semblable à un monstre, prépare sa lame, le gars dit qu'il a entendu des rumeurs concernant un piège qui téléporte n'importe qui vers un endroit où réside le dieu de l'épée lui-même. À ce moment-là, le boss balance son arme en envoyant une entaille aérienne divine qui fend proprement le mur derrière lui. Avant qu'il ne puisse réagir, le monstre disparaît et réapparaît devant Harel, le projetant contre le mur avec une force écrasante. Tous paniquent, mais Harel sourit, ravi que sa protection divine ait résisté au coup, ce qui signifie que sa méthode pour apprendre la compétence des tripes était la bonne. Lorsqu'il confirme que le boss est vraiment un dieu de l'épée de classe ultime, il est excité car il a enfin trouvé un adversaire digne de ce nom sur lequel tester sa force. Les filles regardent avec incrédulité alors que le divin d'Aurel s'avance, affrontant sans arrêt les lames du patron. Ensuite, le patron rayonne d'un pouvoir divin et les autres tombent à genoux sous la pression écrasante. Harel se souvient que sa mère lui avait enseigné une technique similaire appelée présence divine pour submerger les ennemis, suivie d'une pause infinie pour les détruire. Il se souvient de son sourire alors qu'elle avait promis d'y aller doucement avec lui avant de lui donner un avant-goût de ce combo. Harel la remercie pour cette leçon, puis lance la pièce d'or sur le patron pour le distraire avant de sauter bien au-dessus et d'utiliser le même combo contre lui. L'impact secoue toute la salle, laissant les autres sans voix face à son incroyable pouvoir. Lorsque Reiner demande enfin comment il connaît déjà des compétences de si haut niveau, Harel révèle avec désinvolture que sa mère est aussi un dieu de l'épée. En entendant cela, Reiner regarde avec incrédulité et demande pourquoi il a menti plus tôt, ce à quoi Harel répond simplement que sa mère n'aime pas trop attirer l'attention. Quelques secondes plus tard, un autre faisceau de lumière apparaît devant eux et Harel se demande s'il signale un autre ennemi, mais Reiner dit que c'est leur portail de retour. Lilia dit au gars, avec la nouvelle coupe de cheveux, qu'il peut venir aussi puisqu'elle se sent miséricordieuse après avoir vu son mari profiter d'un combat aussi satisfaisant. De retour au bar, le père de Lilia est assis seul et réfléchit aux paroles d'Harel. Ses pensées sont interrompues lorsqu'une bande de jeunes bruyants se mettent à rire, se vantant de la facilité avec laquelle il est possible de gagner de l'argent en attirant les aventuriers dans des pièges. L'un d'eux plaisante sur le fait que leur copain Deal s'est fait prendre, admettant qu'il n'a pas mentionné la gamme complète de pièges, juste pour obtenir une plus grande part de la récompense. En les entendant qualifier moqueusement la guilde des Faons Dragons de pathétique, le père de Lilia se lève soudainement et claque leur table, les menaçant d'expliquer ce qu'ils ont fait à sa petite fille. Avant de pouvoir déclencher une bagarre, George apparaît et lui dit de se calmer. George a pitié du vieil homme et partage qu'un des membres de sa guilde a vu Lilia entrer dans une pièce cachée très dangereuse. En entendant cela, Rod devient furieux et il n'arrive pas à croire que George ruine à nouveau sa vie en prenant d'abord son bras et maintenant sa fille. Il se précipite pour l'attraper mais finit par tomber au sol et pleure la perte de sa fille unique.
Ensuite, Lilia et le gang entrent soudainement en parfaite santé et il la serre instantanément dans ses bras. Quelques instants plus tard, elle se tourne vers George d'un air suffisant et se vante d'avoir vaincu le dieu de l'épée. George refuse de croire qu'elle est assez forte pour battre le patron, mais Harel reconnaît avec suffisance que celui qui l'a battu était plutôt fort. Lilia dit que son employé a déjà tout avoué, mais George n'est pas inquiet car ce qui leur est arrivé n'était qu'un malheureux accident de donjon. Plus tard, seul dans sa chambre, George perd la tête car il allait enfin revendiquer le titre du plus fort après la retraite du roi à double épée et de la princesse de l'épée. Mais il existe désormais une nouvelle menace qui l'éclipsera toujours. À ce moment-là, l'épée maudite enchaînée à son mur commence à briller et propose d'exaucer son souhait. Après la révélation des affrontements préliminaires, Lilia panique car elle est dans la même tranche qu'Harel, ce qui lui empêche d'atteindre la finale. Lorsqu'Harel demande pourquoi, Rainer explique que le tournoi ne permet qu'aux vainqueurs de chaque groupe d'avancer car il y a tout simplement trop de combattants. En entendant cela, Harel assure à Lilia qu'elle peut se détendre car de toute façon, elle ne pourrait jamais aller aussi loin avec ses compétences de niveau intermédiaire. Pendant ce temps, Rainer remarque qu'elle est dans un groupe différent et prie tranquillement pour pouvoir battre ses adversaires. Harel la taquine, lui demandant si elle fera rapport à papa par la suite, et elle accepte joyeusement avant de se rendre compte de ce qu'il a dit et insiste sur le fait qu'elle n'a jamais appelé son père papa de sa vie. Lilia est excitée et dit aux deux hommes qu'ils doivent travailler dans le donjon pour devenir plus forts, même si elle emmène Harel avec elle pour la porter si les choses deviennent trop difficiles. Quand Rod entend cela, il la gronde sévèrement de cesser d'être aussi insouciante en entrant dans le donjon, car on ne sait pas quand George tentera de se venger, et il l'avertit de sortir immédiatement si elle sent quelque chose de suspect. Après son départ, Rod ressent le regard critique d'Aurel, alors il explique qu'il a arrêté de boire et qu'il agira désormais comme un père responsable, ce qui met un léger sourire sur le visage d'Aurel. Le premier jour des préliminaires du tournoi, Lilia est éliminée dès les premiers tours. Elle se sent assez bouleversée d'avoir perdu si rapidement, et Harel l'énerve encore plus en répétant ses mots précédents. Son acte horrible prétendant qu'il était réellement excité de la combattre, elle fond en larmes. Mettant cela de côté, elle l'avertit que le prochain tour est la finale et qu'il ne doit pas baisser la garde car son adversaire est très fort et utilise des compétences particulières. Il lui demande ce qui les rend spéciaux, pensant qu'il a déjà vu la plupart des compétences dans le donjon, mais elle explique que son adversaire est une épéiste magique qui peut enchanter sa lame avec de la magie. Il est surpris qu'un mage puisse rejoindre un tournoi d'escrime, mais Lilia lui dit que toute personne inscrite à la guilde peut le rejoindre, y compris les combattants sans classe comme lui. Sur ce, Harel entre sur le ring et son adversaire déclare immédiatement que l'escrime magique est parfaitement juste. Alors, il ferait mieux de ne pas pleurer sur le fait que c'était injuste après qu'elle l'ait détruit. Harel répond simplement que seul le plus fort d'entre eux gagnera. Le match commence avec le tir de 2 boules de feu magiques qu'il esquive en se penchant légèrement sur le côté. Il continue d'échapper facilement à sa volée de boules de feu et réduit la distance pour effectuer une frappe au-dessus de sa tête, mais elle tire une autre boule de feu pour le forcer à battre en retraite. Il admet qu'il est impressionnant de voir comment elle peut utiliser à la fois l'épée et la magie pour dominer les combats au corps à corps et à distance. Et la jeune fille se vante fièrement qu'un imbécile sans classe comme lui ne pourra jamais vaincre sa grandeur. Mais Harel l'humilie instantanément, disant que ses compétences sont au mieux médiocres et que sa maîtrise de l'épée et sa magie sont loin d'être d'un niveau avancé. La jeune fille se moque de lui, allume sa lame avec des flammes et lui montre fièrement la technique la plus puissante qu'un épéiste magique puisse utiliser. Juste après cela, son épée enflammée se transforme en un fouet flamboyant qui frappe Harel dans toutes les directions. Harel admet que les attaques aléatoires sont difficiles à gérer et dit que ce serait sans aucun doute une compétence ultime si elle la maîtrisait. Mais il qualifie sa version actuelle de pathétique alors qu'il écarte facilement les flammes. Il dit qu'elle aurait peut-être une chance si elle était au moins au niveau de Lilia avec une épée. En entendant cette insulte, elle déclenche encore plus sa magie, mais Harel utilise une lame double pour l'éteindre instantanément. Puis il cligne des yeux derrière elle en un éclair et l'assomme d'un seul coup. Il la remercie de lui avoir montré une compétence aussi intéressante et se demande tranquillement s'il peut aussi apprendre des techniques magiques. De retour au QG de la guilde, Lilia essaie de convaincre son père de venir avec elle et d'encourager Rayla, mais il refuse de bouger, quoi qu'elle dise. Lorsqu'elle demande d'un ton taquin si George lui fait peur, il répond et admet qu'il s'est senti gêné après avoir réalisé à quel point ses compétences sont devenues rouillées et maintenant il doute de pouvoir un jour gagner le tournoi. Lilia répond qu'il n'a aucune idée de ce que ça fait de perdre avant même d'arriver en finale et parvient à le faire sortir de force.
En chemin, elle souligne qu'il se serait faufilé sous la montre de toute façon, car elle se souvient encore à quel point il a aimé voir Rainer grandir, alors elle est sûre qu'il veut voir à quel point elle s'est améliorée. En entendant cela, il lui tapote la tête et lui dit qu'elle commence à devenir comme sa mère. Juste avant le premier tour de Reine, elle est visiblement tendue, et la question soudaine d'Arel la surprend. Lorsqu'il lui demande pourquoi elle a l'air si nerveuse, elle répond que c'est le plus grand tournoi de sa vie et qu'elle ne peut pas élaborer de stratégie puisque l'adversaire pour la finale n'est révélé qu'au dernier moment. À ce moment-là, l'annonceur déclare que le premier match opposera le champion en titre, George, et l'épéiste sans classe, Arel. Alors qu'Arel se tourne pour partir, Rainer lui saisit par réflexe la main et lui dit de faire attention. Sur ce, il entre dans l'arène, mais son visage se raidit sous le choc au moment où il voit le visage effrayant de George. Lilia se demande immédiatement ce qui lui est arrivé, mais quand Rod remarque l'épée démoniaque dans la main de George, il crie à Rel de garder ses distances, car cette lame est possédée par des démons. L'entité contrôlant George a l'air amusée que Rod connaisse son secret et se demande s'il s'agit de quelqu'un du palais royal. Rod est confus lorsqu'il se souvient que tous les démons tués par le maître de l'épée royale possédaient cette lame et que cette épée était censée être enfermée au plus profond du trésor royal. Le démon déclare qu'il attend depuis des milliers d'années que le sceau s'affaiblisse, que son nom disparaisse de la mémoire de tous et qu'un imbécile désespéré brise enfin le sceau pour lui. Il se présente comme la chère Gelda, un nom qui choque Rainer. Elle le reconnaît instantanément dans chaque livre d'histoire comme étant le démon légendaire autrefois invoqué par les divinités maléfiques. La foule entre dans le chaos en entendant ce nom et les spectateurs terrifiés se précipitent vers les sorties. Mais la chère Gelda se moque de leur panique, affirmant que leurs cris sont trop sourds pour satisfaire ces 1000 ans d'ennui. Il plonge son épée dans le sol et une énorme vague de magie noire éclate pour créer une barrière qui emprisonne tout le monde à l'intérieur de l'arène. Alors que les cris terrifiés résonnent à travers le dôme scellé, le démon sourit et traite Arel d'imbécile pour avoir osé lever son épée après avoir été témoin de sa magie. Sans aucune hésitation, Arel répond qu'il ne lève son épée que parce qu'il sait qu'il peut gagner. Il rappelle au démon qu'il n'est pas invincible puisqu'il a déjà été détruit par le maître de l'épée. Le démon éclate de rire et déclare que les souvenirs de son vaisseau confirment qu'il n'y a eu personne ayant atteint le niveau de maître d'épée depuis des décennies. Mais Aurel fait savoir à la chère Gelda qu'il a deux choses qui ne vont pas. Premièrement, le maître de l'épée est bel et bien vivant. Et deuxièmement, il n'a pas besoin d'en être un pour le vaincre. Avant même que la chère Gelda ne puisse répondre, Arel disparaît de la vue et réapparaît juste devant lui, esquivant facilement un coup de lame maudite du démon. La chère Gelda regarde avec incrédulité lorsqu'elle réalise qu'Arel vient d'utiliser le pas divin, une technique que seuls les maîtres d'épée peuvent exécuter. Pourtant, il le rejette comme une imitation bon marché et se balance avec une force écrasante, en voyant Arel s'écraser au sol. Cependant, une fois la poussière retombée, Arel reste totalement indemne grâce à son entraînement instinctif avec Rainer. Alors que Dyrgelda s'approche pour l'achever, Arel bloque sa lame et contre-attaque avec une pause infinie, frappant sous tellement d'angles que le démon ne parvient pas à tous les bloquer. Voyant cette démonstration écrasante, Dyrgelda le traite de maître de l'épée, mais Arel le corrige en lui disant qu'il n'a aucune classe, et avec cela, il délivre un dernier coup qui envoie le démon s'écraser dans l'arène. Toute la foule ne sait pas si le combat est vraiment terminé, mais une fois qu'Arel confirme que le démon ne peut plus se battre, les spectateurs l'encouragent pour avoir courageusement vaincu le démon légendaire. Cependant, la chère Gelda refuse d'être à nouveau scellée. Il commence désespérément à chercher un autre vaisseau qu'il pourrait utiliser pour s'échapper d'Arel et ses yeux finissent par se fixer sur Rod. Pendant ce temps, Lilia est heureuse de voir que Rainer et Arel vont bien et Rainer se demande si le tournoi sera annulé. À ce moment-là, Arel sent l'intention meurtrière de l'épée démoniaque et pousse Rainer sur le côté alors que l'épée démoniaque tire vers eux tandis que le père de Lilia se jette en avant pour la protéger de son corps. Alors que la poussière retombe, Lilia dit qu'elle va bien parce que son père l'a protégée, mais son soulagement s'estompe lorsqu'elle le voit soudain pointer l'épée sur elle. Alors que la chère Gelda l'utilise comme otage, Arel est choqué que l'épée soit le vrai corps du démon et souhaite l'avoir détruite quand il en a eu l'occasion. Il s'apprête à battre la chère Gelda une seconde fois, mais le démon prévient que sa fiancée est morte s'il ne le laisse pas s'échapper. Il se sent malade en entendant cela et dit qu'il ne se souvient pas d'avoir jamais accepté de l'épouser, mais la chère Gelda insiste sur le fait que le corps de Rod se souvient clairement qu'elle a dit qu'il l'épouserait. Lorsque Lilia essaie de jouer l'idiot, Arel se prépare à les battre tous les deux ensemble et déclenche presque une pause infinie avant que Rainer ne l'arrête.
Le démon commence à transpirer, se demandant si Harel ne se soucie vraiment pas de la fille, mais Harel dit que sa valeur en tant qu'otage ne vaut absolument rien. En entendant cela, Lilia fond en larmes, plaidant coupable que tout ce qu'elle a dit était un mensonge et le supplie de ne pas la tuer. Quand Reiner dit doucement qu'elle commence à se sentir mal pour Lilia, Harel lui dit de ne pas s'inquiéter car il ne peut de toute façon pas blesser Lilia. La chère Gelda rit et demande si Irel pense vraiment qu'il hésiterait, puis menace de l'ouvrir sur le champ. À ce moment-là, l'épée commence à trembler et Rod parvient à reprendre le contrôle de son corps. Ryer est choqué par cela, mais Harel souligne que le corps de Rod ne s'est jamais complètement transformé comme celui de George, ce qui signifie qu'il ripostait de l'intérieur. La chère Gelda demande à savoir pourquoi Rod refuse de le laisser prendre le relais, même s'il désire clairement le pouvoir pour retrouver son ancienne force. Rod crie que peut-être que l'Oldham aurait cédé, mais plus maintenant. Il dit qu'Harel lui a appris qu'il peut à nouveau atteindre son apogée s'il travaille dur. Sur ce, Rod utilise toutes ses forces pour lancer l'épée du démon comme une balle de baseball et Harel coupe la grosse lame noire en deux. Il le coupe en 100 morceaux pour plus de sécurité et espère que le démon ennuyeux sera enfin parti pour de bon. Quelques jours plus tard, Rod crie après un groupe d'enfants et les détruit complètement pendant l'entraînement car ils manquent de compétences et de maîtrise de l'épée et ne dépendent que de leur capacité à se battre. Quand il leur dit de revenir vers lui, ils s'enfuient tous, et Lilia gronde Dil pour s'être dégonflé sur sa promesse de rejoindre sa guilde et de travailler dur pour devenir plus fort. Le garçon affirme que l'entraînement de son père est beaucoup trop brutal, et Lilia reconnaît que son père s'est remis en forme grâce à Harel. Quand Dil demande où se trouve Harel, elle rit maladroitement et admet qu'Harel a en quelque sorte quitté la guilde de nulle part. Elle se met soudain à pleurer, se demandant pourquoi il arrêterait et la laisserait toute seule, et la guilde est maintenant dans une situation difficile puisque Reiner a également démissionné juste après lui. Sur le chemin du retour, le chauffeur demande à Harel s'il est vraiment d'accord pour quitter la ville juste après avoir remporté le titre de champion d'épéiste, mais Harel répond qu'il a déjà vu tout ce dont il avait besoin et qu'il veut maintenant tester ses compétences chez lui. Harel explique qu'il veut voir s'il peut réellement gagner contre sa mère, ce qui fait éclater de rire le pilote car même le champion d'épéiste a peur de sa propre mère. De retour dans sa ville natale, Feyre sent instantanément qu'il se tient derrière elle même s'il a effacé sa présence. Elle le complimente puisqu'elle ne l'a remarqué que quelques secondes plus tard que d'habitude et elle est ravie d'apprendre qu'il a gagné le tournoi comme elle l'avait fait autrefois. Soudain, elle réduit la distance en un instant et amène la rose devant son visage en lui demandant si elle sent bon. Harel se rend compte que le combat aurait été terminé si cette rose avait été une épée, et il admet que sa mère a vu clair dans son plan. Elle lui dit que le jardin serait détruit s'il s'y entraînait, alors il déménage dans les montagnes où il s'entraînait. Feyre est ravi de voir à quel point il s'est amélioré, et il la nargue, en lui disant qu'elle ne sourira pas longtemps. Sur ce, Feyre utilise le pas divin pour se rapprocher, et il parvient à peine à bloquer son attaque avec son épée, car il a vu ce mouvement plus tôt dans le jardin. Il saute en arrière et utilise une nouvelle compétence sur elle, ce qui l'étonne car il a combiné une attaque divine avec une tranche aérienne. Lorsqu'il lui demande quelle compétence elle a utilisée, Feyre répond simplement qu'elle balançait son épée comme d'habitude et affirme qu'elle a appris à se battre sans dépendre de ses compétences. En entendant cela, Arella est émerveillée par sa force et met tout en œuvre pour créer tellement de bruit que tous les habitants sont effrayés par les bruits monstrueux venant des montagnes. L'arc fait rage alors qu'Harel utilise un saut aérien pour atteindre Feyre. Et lorsqu'elle tente de l'emporter avec sa présence divine, il utilise la même compétence pour contrer sa force. Après qu'ils aient tous deux atterri, elle l'avertit qu'elle ne retiendra pas sa prochaine attaque et les deux croisent finalement le fer en utilisant la compétence ultime du maître de l'épée. Pendant ce temps, chez Harel, Reiner espère qu'Harel est à la maison et frappe à la porte. Lorsque sa sœur Mera l'ouvre et demande qui elle est, Reiner explique poliment qu'elle est venue rencontrer son frère. La petite fille effrontée traite Reiner de vache et dit que son frère n'a aucun intérêt à parler aux cowgirls. Alors que la sœur d'Harel crie des insultes et tente de lui fermer la porte au nez, Feyre apparaît soudainement et lui dit de ne pas être impoli envers leurs invités. Mera saute avec enthousiasme dans les bras de son frère et demande pourquoi les deux ressemblent à un désordre total et leur mère révèle fièrement qu'ils se sont affrontés, avec Harel réussissant à l'abattre cette fois. Pourtant, Harel admet qu'il n'a gagné que parce que son endurance a duré un peu plus longtemps que celle de sa mère. René est étonné parce qu'il a battu la princesse de l'épée, mais Harel admet qu'il n'est pas si fier puisque sa mère n'est plus aussi forte qu'elle l'était à son apogée.
En entendant cela, Farah s'énerve car elle insiste sur le fait qu'elle est encore une jeune femme et demande ensuite à son fils de lui présenter la belle-fille qui est venue le voir. Il se dirige vers l'intérieur où Feyre dit qu'elle est plus curieuse de la romance d'Harel avec la jolie fille que de sa petite victoire en tournoi, ce qui met vraiment sa sœur en colère. Harel la présente comme Rhaenyra et explique qu'ils vivent ensemble en ville, faisant instantanément apparaître le visage de sa mère avec de fausses idées. Après que Rhaenyra ait paniqué et expliqué rapidement qu'ils n'étaient que des camarades de guilde et rien d'autre, il lui demande pourquoi elle est venue et elle le gronde pour avoir brutalement quitté la guilde de nulle part sans même un mot. Harel dit sans embâge qu'il a rempli correctement le formulaire de rétractation, mais elle se met en colère parce qu'il aurait dû au moins lui dire au revoir en personne. Lorsqu'il dit que cela ne servait à rien puisqu'il avait déjà acquis toutes les compétences dont il avait besoin, Rhaenyra soupire profondément et perd espoir. En entendant cela, Feyre invite chaleureusement Rhaenyra à se reposer dans leur paisible village puisqu'elle a parcouru un si long chemin pour voir son fils désespéré. Mais Rhaenyra explique que c'est aussi sa ville natale et que la véritable raison de sa venue n'était pas de rencontrer Orell, mais de devenir l'apprenti de fer. À ce moment-là, le père de Rhaenyra, Evan, frappe d'urgence à la porte pour signaler une étrange perturbation dans les montagnes voisines. Il demande à la princesse de l'épée de protéger l'équipe de sécurité du village, qui va enquêter sur quel genre de monstre a abattu tous les arbres de la région. En entendant cela, elle lui assure qu'elle a déjà manipulé le monstre, ce qui le met complètement à l'aise. Ensuite, Evan y remarque sa fille et la mère d'Harel est ravie d'apprendre qu'elle est son enfant, disant qu'elle ressemble exactement à sa défunte mère. Lorsque son père demande pourquoi Rhaenyra est chez Feyre, elle laisse échapper qu'elle est venue suivre une formation pour devenir l'épouse parfaite, ce qui fait immédiatement pleurer son père. Rhaenyra rougit beaucoup et jure qu'elle est venue s'entraîner au maniement de l'épée. La mère d'Harel suggère donc volontiers qu'elle peut suivre un entraînement de mariage et un entraînement à l'épée ensemble, ce qui rend Evan vraiment heureux car il a promis à sa femme qu'il prendrait soin de Rhaenyra jusqu'à ce qu'elle devienne un adulte. Feyre jure qu'elle élèvera Rhaenyra pour qu'elle devienne l'épouse parfaite. Et tandis que Rhaenyra demande désespérément si quelqu'un écoute ce qu'elle veut, son père l'ignore complètement et lui souhaite bonne chance. Harel se rend dans la chambre de son père où il étudie à nouveau la magie. Son père l'accueille chaleureusement à la maison et partage qu'il a presque fini de travailler sur un sort similaire à sa frappe meurtrière. En mettant cela de côté, son père demande si Mira faisait une crise de colère parce qu'il a ramené une jolie fille à la maison, mais Orell dit qu'elle est plus sexy que mignonne. Cela excite encore plus son père car il n'aurait jamais pensé qu'Orell pourrait réellement ramener une fille à la maison. Cependant, Harel lui dit soudain avec un visage sérieux qu'il a finalement battu sa mère dans un match et qu'il veut maintenant apprendre la magie. Mais son père lui dit aussitôt d'oublier ça car cela lui est impossible. Pendant ce temps, en bas, Rhaenyra essaie de couper un légume pour la première fois de sa vie et finit par briser toute la table, coupant même la tasse préférée de Meera en deux. Voyant cela, Feyre se rend compte que Rhaenyra n'a jamais vraiment cuisiné dans sa guilde. Et quand Rhaenyra insiste sur le fait qu'elle est d'accord avec seulement l'apprentissage du maniement de l'épée, Feyre lui apprend sévèrement qu'un maître épéiste doit d'abord maîtriser les choses de la vie quotidienne. Lorsque la mère d'Orell dit qu'elle est heureuse d'avoir une autre fille à la maison, Rhaenyra pose curieusement des questions sur sa sœur aînée. Mira explique que leur sœur a toujours été inquiète pour Harel et est partie en voyage pour créer un monde où les clochards sans classe pourraient vivre librement, mais Rhaenyra rit et dit que le fou n'en aura probablement plus besoin. Dans la cuisine, tandis qu'Harel et son père s'apprêtent à réparer la table endommagée, son père se souvient soudain qu'Harel voulait voir de la magie, alors il la montre en action sur la tasse cassée de Mira. Plus tard, son père répète qu'Harel devrait oublier d'apprendre la magie, car cela nécessite une aptitude particulière que seules certaines personnes possèdent, et il n'a jamais vu quelqu'un sans énergie ou compétences magiques l'utiliser avec succès auparavant. Harel remarque que son père n'a pas réellement dit que c'était impossible, et son père admet qu'Harel a remporté le tournoi de maître d'épée sans classe et est devenu fort à un rythme insensé grâce à un travail acharné. Mais parfois, les efforts seuls ne suffisent pas. Cela dit, son père ramasse l'une des épées d'entraînement cassées d'Harel et explique qu'utiliser la magie sans mana, c'est comme essayer d'utiliser une épée sans les mains. En entendant cela, Harel demande comment son père peut être si sûr qu'il n'a aucune aptitude.
Alors son vieux lui explique que la bénédiction accorde à quiconque possède un homme de la classe des sorciers. Même alors, Aurel insiste sur le fait qu'il a déjà ressenti des traces de magie, en particulier à l'époque où Rainer le battait quotidiennement à la guilde, ce qui inquiète légèrement son père quant au type de relation qu'ils entretenaient réellement. Harel se souvient qu'il buvait une quantité ridicule d'eau bénite pour restaurer sa protection divine, mais Lilia s'est mise en colère contre le prix et lui a dit de finir d'abord les vieilles potions de leur entrepôt. Même si Rainer était sérieusement préoccupé par la nature du contenu de ces mystérieuses bouteilles, il les avala quand même, et au lieu de restaurer sa protection divine, il sentit quelque chose d'autre à l'intérieur de son corps. En entendant cela, son père est ravi qu'il puisse enfin avoir des capacités magiques et admet qu'il a toujours été jaloux de ne pas pouvoir enseigner à Harel de la même manière que sa femme. Après cela, son père lui demande d'imaginer le pouvoir qui traverse son corps et d'essayer de le faire circuler dans sa main. Aurel se concentre aussi fort qu'il le peut et manifeste un petit orbe d'énergie magique, ce qui devient une preuve indéniable qu'il possède de la magie. Cependant, il s'évanouit presque juste après puisque cette infime quantité draine à elle seule tout son mana. Voyant cela, son père explique que son mana est encore inférieur à celui d'un petit enfant. Quand Harel lui demande comment il peut éventuellement augmenter sa capacité, son père lui répond que le seul moyen est de lancer de la magie des centaines de fois, tout comme il entraîne ses muscles. Harel est heureux d'entendre cela puisque l'entraînement se trouve sans cesse être sa spécialité et il s'effondre d'épuisement. Voyant son attitude de ne jamais abandonner, le père d'Harel pleure des larmes de joie car il n'a jamais été aussi fier de son fils de toute sa vie. Le lendemain matin, Morel se rend au magasin le plus proche et dépense tous ses gains de tournoi pour acheter autant de potions de mana qu'il peut en emporter. Après cela, il perfectionne ses compétences magiques sans arrêt pendant les 6 mois suivants, jusqu'à ce qu'il puisse enfin maintenir une boule de feu sans s'évanouir. Son père le félicite d'avoir atteint le niveau de sorcier débutant, alors Harel demande avec impatience si cela signifie qu'il peut commencer à lancer de vrais sorts maintenant. Au lieu de cela, son père sort une page remplie de langage magique et explique qu'il doit apprendre l'intégralité du script magique pour lancer un sort. Normalement, la compétence d'un sorcier lui fait automatiquement penser à la structure du sort, mais comme Harel n'a pas de classe, il doit à chaque fois imaginer le sort à partir de zéro. Cela dit, son père lui suggère d'étudier au Magic City Institute. Mais d'abord, Harel devra élever suffisamment son niveau pour pouvoir même être admis. Au dîner, Mera dit que la cuisine de sa mère est délicieuse, comme toujours, mais elle commence immédiatement à se plaindre lorsqu'elle réalise que Rainer l'a réellement préparée. Aurel aime aussi la nourriture et Farah complimente fièrement l'énorme amélioration de Rainer en matière de cuisine et de maîtrise de l'épée. Le père d'Harel ajoute qu'il aime aussi Rainer parce qu'elle est jolie et travailleuse, mais pas plus que sa femme bien-aimée. Bien sûr, voyant leur chaleureuse plaisanterie familiale, Rainer se demande tranquillement si sa propre famille aurait pu être comme ça si sa mère était encore en vie. Pour alléger l'ambiance, le père d'Harel jette un magnifique sort lumineux pour exprimer son amour pour sa femme, et regarder cet affichage sincère allume un nouveau feu dans le cœur d'Aurel pour devenir un jour un puissant sorcier. Mais c'est là que se termine cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, je te verrai la prochaine fois.